Bienvenue, imaginez, on est en plein match, dans les toutes dernières minutes. Les poumons brûlent, les jambes sont lourdes, c'est là que tout se joue. C'est le moment critique. Exactement. Et si la clé pour dominer ces instants, elle ne se trouvait pas que dans les jambes, mais dans notre façon de respirer. C'est une idée fascinante. Et si on pouvait entraîner ces muscles respiratoires à devenir quasi infatigables, juste en s'entraînant avec moins d'oxygène? C'est un peu la promesse qu'on va explorer aujourd'hui. Une promesse audacieuse. Tout à fait. Pour ça, on va se plonger dans une étude très récente. Elle s'intitule Effects of 5-Week Repeated Sprint Training in Hypoxia on Global Inspiratory and Core Muscle Functions. C'est un titre un peu long. Oui, un peu. Elle est publiée en 2024 dans le Journal of Sports Science and Medicine par King Deshi et son équipe. L'idée, c'est vraiment de décortiquer cette recherche pour voir ce qu'il y a sous le capot. Et comprendre si cette méthode, le sprint répété en hypoxie, on va dire RSH pour faire plus court, Oui, c'est mieux. si ça peut faire plus que juste nous rendre plus rapides. C'est une question qui est absolument centrale dans la préparation physique moderne. Dans les sports co, le foot, le hand, cette capacité à enchaîner les sprints, ce qu'on appelle la RSA. La Repeated Sprintability. Voilà. C'est un facteur de performance majeur, c'est ce qui fait la différence à la 85e minute. Et on sait déjà que le RSH, cet entraînement en manque d'oxygène, c'est efficace pour ça. D'accord. Mais la vraie zone d'ombre, et c'est tout l'intérêt de cette étude, c'est est-ce que ce stress respiratoire intense a des effets positifs ailleurs? Est-ce qu'on débloque d'autres adaptations, peut-être même inattendues? Des bénéfices cachés en quelque sorte. Alors, pour comprendre ce qu'ils ont trouvé, il faut déjà voir comment ils ont fait. Concrètement, ça s'est passé comment, cette expérience? Alors, le protocole est à la fois simple et très rigoureux. Ils ont pris 20 athlètes universitaires. Des sportifs déjà entraînés. Oui, des footballeurs et des handballeurs masculins. Et ils les ont séparés en deux groupes. Le premier, le groupe expérimental, a suivi ce fameux entraînement RSH. Et le deuxième? Le second, le groupe témoin, a juste continué son entraînement habituel. Classique, pour avoir une base de comparaison. Exactement. Ça permet de s'assurer que les changements qu'on observe viennent bien de l'entraînement RSH et de rien d'autre. Et cet entraînement RSH, alors ça ressemblait à quoi? J'imagine un truc assez éprouvant. C'est assez proche de ça, oui. Pendant 5 semaines, 3 fois par semaine, les athlètes allaient dans une chambre spéciale. Une chambre hypoxique? Une chambre hypoxique normobar, voilà. C'est une pièce où on simule l'altitude en baissant la concentration d'oxygène. Là, c'était 13,5%. Ce qui correspond à quelle altitude à peu près? Une altitude modérée, autour de 3500 mètres. Et dans cette pièce, ils devaient faire 3 séries de 5 sprints de 5 secondes à fond. À fond. Oui, sur un tapis de course non motorisé, donc ça force l'effort maximal. Et entre chaque sprint, seulement 25 secondes de récupération. Ah oui, c'est très court. C'est un effort extrême en fait. Extrêmement intense. Et en plus, rendu plus difficile par le manque d'oxygène. D'accord. Protocole très clair. Mais le plus important, c'est ce qu'ils ont mesuré. J'imagine qu'ils n'ont pas juste regardé la vitesse. Non, et c'est là que l'étude devient vraiment intéressante. Ils ont évalué 3 domaines. D'abord, bien sûr, la capacité de sprint, la RSA. Logique. Pour ça, ils ont utilisé un test qui imite un match, un enchaînement de sprint, de course, de jogging, pour voir la performance en conditions de fatigue réalistes. Ok. Et pour les deux autres domaines, la respiration et le gainage, on mesure comment la force d'un souffle? Pour la respiration, ils ont mesuré ce qu'on appelle la PI max. C'est-à-dire? La pression inspiratoire maximale, c'est très direct, on demande à l'athlète d'inspirer le plus fort et le plus vite possible dans un appareil. Ça donne un chiffre, une mesure de la force brute des muscles inspiratoires. D'accord. Et pour le gainage, le corps? Là, ils ont utilisé un test particulièrement exigeant, le SEPT. C'est pas la planche qu'on fait à la maison, j'imagine. Non, pas vraiment. Ça commence par 60 secondes de planche normale, puis, sans pause, on enchaîne 15 secondes en levant un bras, puis l'autre, puis une jambe, puis l'autre, et le plus dur. Bras et jambes opposés. Exactement, pendant 15 secondes. Et on fait des cycles comme ça jusqu'à l'épuisement. Ça mesure vraiment l'endurance des muscles du tronc. C'est un test qui ne pardonne pas. Et il y a un détail que j'ai trouvé très malin dans la méthode. Ils n'ont pas fait ces mesures juste au repos. C'est le point clé. C'est ce qui donne toute sa profondeur à l'étude. Les tests de respiration, la PIMAX et de gainage, le SEPT, ils les ont faits à 2 moments. Avant et après l'effort. Voilà, une fois au repos, avant le test d'effort, type match, et une autre fois immédiatement après.
Et ça, c'est génial, parce que ça permet de distinguer la capacité de base de la résistance à la fatigue. On ne mesure pas juste la force, mais comment cette force s'effondre après un effort. Précisément. D'accord. Méthode super rigoureuse. On a des athlètes poussés à bout et des mesures très fines. J'imagine que sur le sprint, les résultats n'ont surpris personne. Alors, commençons par le résultat attendu, qui valide la méthode. Sans aucune surprise, après 5 semaines, le groupe RSH a pulvérisé ses performances en sprint. On a des chiffres? Oui, et ils sont parlants. Plus de 6% d'amélioration de leur vitesse moyenne. Et encore plus impressionnant, plus de 15% de puissance moyenne en plus. 15%, c'est énorme à ce niveau. C'est colossal. Et pendant ce temps, le groupe témoin, N'a pas bougé. absolument pas. Donc, confirmation nette. Le RSH, ça marche pour courir plus vite. Ok, ça c'est la base. Mais la vraie question de l'étude, c'était de voir si ça se propageait ailleurs. Qu'est-ce que ça a donné sur la force respiratoire et le gainage au repos? Et c'est là qu'arrive la première vraie surprise. Contrairement à ce que les chercheurs eux-mêmes pensaient, il n'y a eu aucune amélioration de la force de base. Vraiment? Aucune. Ni la PI max, la force des muscles pour respirer, ni le temps de maintien au test de gainage n'ont augmenté. Au repos, après 5 semaines, leurs muscles n'étaient pas plus forts qu'avant. C'est quand même flou. 5 semaines de cet entraînement à hyperventiler comme des fous, et ça ne rend pas les muscles respiratoires plus forts. Pas au repos, non? Et c'est justement ce qui rend le résultat suivant absolument passionnant. C'est en regardant les mesures après l'effort que tout s'éclaire. Alors, Avant le début de l'étude, chez tout le monde, l'effort intense provoquait une chute de la PI max. C'est normal, les muscles respiratoires fatiguent. logique. Mais après les 5 semaines, chez le groupe RSH, cette chute de performance a été... Presque entièrement effacé. Attends, il faut que je comprenne bien. Ça veut dire qu'après l'entraînement, les athlètes sprintaient plus vite, donc se dépensaient beaucoup plus, Oui, mais que leurs muscles respiratoires, eux, se fatiguaient moins qu'avant. C'est précisément ça, ils terminaient un effort plus intense avec des muscles respiratoires beaucoup plus frais. C'est un résultat spectaculaire. incroyable. Et bien sûr, cet effet n'a pas du tout été observé chez le groupe témoin. C'est là qu'on touche au cœur de la découverte. L'entraînement n'a pas augmenté leur force maximale, mais leur endurance. Exactement. Ce résultat, il met en lumière une distinction qui est fondamentale entre la force et l'endurance. Le RSH, ça ne les a pas rendus plus forts au sens de la force brute. Non. Par contre, ça les a rendus incroyablement plus endurants, plus résistants à la fatigue. C'est une adaptation très très spécifique. C'est fascinant donc, un bénéfice net pour l'endurance respiratoire. Et pour le dernier pilier, les muscles du tronc. Est-ce que ce gain d'endurance s'est appliqué au gainage? Eh bien non. Deuxième surprise, pour les muscles du tronc, c'est le calme plat. Rien du tout. Aucun bénéfice. La fatigue induite par l'exercice, c'est-à-dire la baisse de performance au gainage après l'effort, était la même avant et après. Le bénéfice s'est arrêté à la sphère respiratoire. Il ne s'est pas transféré. C'est quand même surprenant. On associe souvent respiration et gainage, on se dit que l'un aide l'autre. Pourquoi cette déconnexion totale? C'est quoi l'explication? Les auteurs avancent une explication qui est basée sur la spécificité des adaptations. En gros, le corps s'adapte très précisément au stress qu'on lui impose et pas plus. D'accord. Pour les jambes, le stress, c'est le sprint. Donc elles s'adaptent pour produire de l'énergie rapide, sans oxygène, la voie anaérobie. C'est logique. Et pour les muscles respiratoires, pourquoi l'endurance? Pour eux, le stimulus est différent. Le stress principal, ce n'est pas la force, c'est l'hyperventilation en manque d'oxygène. Et selon l'étude, ça déclenche des adaptations qui améliorent leur capacité oxydative. C'est-à-dire? Ils deviennent plus efficaces pour utiliser le peu d'oxygène qu'ils reçoivent. C'est une adaptation typique de l'endurance, un peu comme les muscles d'un marathonien. Ah, je vois. L'entraînement de sprint a provoqué, paradoxalement, une adaptation d'endurance dans les muscles de la respiration. Et pour le tronc, du coup, le stimulus n'était pas le bon. C'est l'hypothèse la plus probable. Il faut se rappeler que des muscles comme le diaphragme ont un double rôle, respirer et stabiliser. Oui. Et ce que l'étude suggère, c'est que l'entraînement RSH a surstimulé la fonction respiratoire, mais que le stimulus n'était pas assez spécifique pour la fonction de stabilisation. L'amélioration de l'un ne se transfère pas à l'autre, tout simplement. Il y a un autre point qui m'a un peu interpellé, c'est le lactate sanguin. On apprend un peu que le lactate, c'est le signe de la fatigue. Or, l'étude montre que le groupe RSH en produisait plus après l'entraînement. C'est contre-intuitif, non? C'est un excellent point et ça montre à quel point les adaptations sont complexes.
Oui, à première vue, produire plus de lactate, ça semble négatif. C'est ça. Mais il faut le remettre dans son contexte. D'abord, pourquoi ils en produisent plus? Tout simplement parce qu'ils sont devenus plus puissants. Ils courent plus vite, donc leur métabolisme anaérobie travaille plus fort et produit logiquement plus de lactate. Ah, d'accord. C'est juste une conséquence de leur meilleure performance. C'est le signe de leur amélioration en fait. Mais il y a une deuxième partie de l'explication, encore plus intéressante. Le lactate, ce n'est pas qu'un déchet, c'est aussi un carburant. Hmm. Et l'étude postule que ces muscles respiratoires, devenus plus endurants, sont peut-être aussi devenus plus efficaces pour nettoyer le lactate du sang en l'utilisant comme énergie. Donc on produirait plus dans les jambes, mais on éliminerait mieux grâce aux poumons. C'est ça l'idée. C'est un système incroyablement bien intégré. C'est fascinant. On a donc des adaptations presque opposées dans le corps en même temps. Les jambes deviennent des machines à sprint et les muscles respi des moteurs d'endurance. Exactement. Alors, si on devait synthétiser les messages clés, Le premier message, le RSH, c'est d'une efficacité redoutable pour la performance en sprint. Ça, c'est clair, net et quantifié. d'accord? Le deuxième message, la grande découverte, c'est aussi un outil formidable et inattendu pour rendre les muscles inspiratoires résistants à la fatigue. Et le revers de la médaille, c'est que ce n'est pas une solution miracle. Si on veut de la force brute pour respirer ou un meilleur gainage, le RSH ne suffit pas. Tout à fait. L'adaptation est ultra spécifique. Et ça nous laisse avec une question vraiment intéressante pour les coachs. Laquelle? L'étude a duré 5 semaines. Est-ce qu'un protocole plus long, disons 10 semaines, finirait par développer aussi la force? Ou faut-il accepter qu'il n'y a pas de solution unique? Et votre avis? Je pense que la conclusion la plus probable, c'est que l'avenir est dans des approches combinées. Un athlète pourrait utiliser le RSH pour sa vitesse et son endurance respiratoire. Mais devrait le compléter. Absolument. Le compléter avec des exercices spécifiques pour la force inspiratoire et un programme de gainage dédié pour le tronc. Cette étude nous rappelle qu'en prépa physique, il n'y a pas de raccourci. Chaque qualité demande un stimulus qui lui est propre. Une vision très pragmatique. Cette analyse, bien sûr, n'est qu'un aperçu. Pour celles et ceux que la science du sport intéresse, l'article original de King Deshi et de son équipe est vraiment plein de détails.